Coucou. Ah tiens, salut mon grand. Alors comment ça a été? Oh, ça va, on est allé voir Vice Versa 2. Ah bon? Alors? Tu l'as trouvé comment? Oh, il est cool, hein, mais un peu moins bien que le premier. Ah bah c'est sûrement dû à l'effet de surprise qui est plus dans le deuxième film. Ouais, c'est possible. Mais c'est à peu près le même type d'histoire. Oh ça c'est pas grave, hein, tu sais, je préfère largement que tu regardes ça plutôt qu'un machin comme le nouveau moins moche et méchant là. Pourtant, ils sont drôles, les mignons. Bah quoi? Non, c'est juste que ça prend les enfants pour des cons en fait, tu vois. Là où justement des films comme Vice Versa, en fait, bah ça leur apprend une bonne morale, puis ça les aide à traverser les difficultés de la vie. Ah bon? J'avais jamais pensé à ça. Et d'ailleurs, tu sais que ça fait longtemps en fait qu'il y a des dessins animés qui existent et qui parlent autant aux adultes qu'aux enfants. Tu vois, des films comme Le Petit Dinosaure, Le Voyage de Chihiro ou Le Géant de Fer. Mais c'est pas des Disney, ça. Max, il n'y a pas que Disney dans la vie. Je pense qu'il va falloir que tu ouvres un peu tes horizons en fait. Parce que oui, d'accord, je suis un film comme Le Roi Lion, Alice au Pays des Merveilles, tu vois. Oui, d'accord, c'est de très bon film, mais tu sais, l'animation, ça se limite pas à ça. Ah ouais, t'as raison. Je vais peut-être jeter un petit coup d'œil alors. Ah, attends, mon grand, là, il faut aussi que je te parle de dessins animés qui sont faits que pour les adultes. Ah ouais? Tu veux me dire qu'il existe aussi des dessins animés cochons? Comment ça, des dessins animés cochons? Ne me dis pas que tu vas expliquer les hentai à ton fils quand même. Ah non, pas du tout. Je voulais juste lui parler de films d'animation matures et violents qui existaient dans les années 70 et 80. Mais même ça, tu devrais pas. Il est trop jeune. C'est bon, je monte, vous m'avez saoulé. Bah bravo, t'es contente? Bah pour le coup, oui. Si tu veux en parler, t'as qu'à en faire une vidéo. Tes abonnés sont majeurs, eux. Bon, bah alors... Générique. On a tendance à croire que les dessins animés sont exclusivement destinés aux enfants, mais il n'en est rien. Car un peu partout dans le monde, des réalisateurs ont tenté de montrer au public que l'animation ne se résumait pas qu'à Disney. Et attention, hein, je ne dis pas que Disney a fait que des films enfantins, hein, parce que des films comme Blanche-Neige, Pinocchio ou Bambi avaient aussi des moments assez sombres, même pour les plus petits. Et Fantasia, au vu de son concept, n'était pas forcément très accessible aux enfants au premier abord. Cependant, au fil des années, Disney s'est enfermé dans une formule et qu'il fallait aller plus loin pour montrer que l'animation n'était pas qu'une technologie, mais surtout une façon de raconter n'importe quelle histoire, même les plus barges. Et c'est comme ça qu'on a eu des gars comme Ralph Bakshi qui sont arrivés avec des films sulfureux comme Fritz the Cat, premier long métrage d'animation à recevoir la classification X aux États-Unis. Ce qui est pas très étonnant au vu de son contenu. Mais aussi la première adaptation du Seigneur des Anneaux et Tigra, la glace et le feu entre autres. Et t'en fais quoi de cette merde de Cool World? Bah déjà, bonjour Clément, qu'est-ce que tu fais? Moi, t'étais pas du tout prévu dans cette vidéo. Non, mais je sais, mais quand on évoque le nom de Ralph Bakshi, même au loin, ça... Ah, ça a le dos de me mettre en pétard. Le mec, il voulait faire le nouveau Roger Rabbit, et puis il a fait cette merde. Oui, bah alors déjà, tu te calmes, hein, parce que je l'ai volontairement pas mis dans cette catégorie, parce qu'en fait, il mêle image d'animation et prise de vue réelle. Et je te promets que le jour où on parle de Cool World, tu pourras participer à la vidéo. Oh, bah, il y a intérêt. Ouais, ok. Je peux reprendre ma vidéo, s'il te plaît? Ah oui, excuse-moi, je te laisse. Dans les autres pays, on a aussi eu la France qui a été représentée par deux réalisateurs, René Laloux pour La Planète Sauvage, Les Maîtres du Temps et Gandhar, et Pika avec La Honte de la Jungle, Le Chaînon Manquant, Le Big Bang et Blanche-Neige la suite. Que des films atypiques. Sinon, dans les autres pays, on a eu le Canada avec Métal Hurlant en 1981 et l'Allemagne avec Felidae en 1994. Et puis vint le Japon. Et alors là, on a un paquet de films bien violents et possédant des thèmes matures, que ça soit chez Ghibli avec Princesse Mononoke et le Tombeau des Lucioles, Satoshi Kon avec Perfect Blue et Paprika, ainsi que d'autres films tels que Ninja Scroll, Jinro la Brigade des Loups, Ghost in the Shell et le mastodonte Akira. Bon, je reviens, je change de caleçon. Mais malheureusement, on va pas parler du Japon aujourd'hui, on va plutôt se diriger vers l'Angleterre. Martha Rosen est un réalisateur et producteur américano-britannique né en 1936 à New York, aux États-Unis. Il a d'abord travaillé comme agent littéraire avant de déménager avec sa femme au Royaume-Uni. Il produira le long-métrage canadien A Great Big Thing en 1968 et ensuite coproduit la version cinématographique de Ken Russell de Woman in Love en 1969 qui a valu des Oscars à Glenda Jackson et Bill Williams.
Ken Russell, c'est un sacré morceau aussi celui-là. Par la suite, il va tomber directement sur le charme d'un roman qui s'intitule Watership Down de Richard Brooks, paru en 1972. L'histoire est la suivante. Pressentant un danger aussi implacable qu'imminent, un groupe de lapins aventureux sort de sa garenne à la recherche d'un territoire plus sûr. En chemin, ils rencontrent des situations extraordinaires qui les conduisent à déployer des talents exceptionnels. Martin Rosen va vouloir dans un premier temps produire l'adaptation du roman, car à la base, Rosen n'est pas du tout un réalisateur. Pour acheter les droits, il va demander l'aide d'un banquier d'affaires, Jake Ebert. Ce dernier a tellement apprécié l'expérience qu'il se lancera par la suite dans l'industrie cinématographique et s'associera avec le producteur David Putnam pour créer la société Goldcrest. C'est une petite société anglaise qui a produit des films pas très connus, hein, comme Les Chariots de Feu, Gandhi ou The Wall de Alan Parker. Donc si on y réfléchit bien, ça veut dire que sans le film dont on va parler aujourd'hui, tous ces films n'auraient peut-être jamais existé. Ça devient intéressant tout ça. Concernant le film, la production a commencé en 1975 par un nouveau studio d'animation formé à Londres par Rosen. Il devait à l'origine être réalisé par John Hubley, un vieux de la veille, qui va entre autres être le directeur artistique chez Disney avec des films comme Pinocchio, Fantasia ou Bambi. En gros, un mec de qualité. Malheureusement, il quittera le projet après les désaccords avec le producteur du film, Martin Rosen, notamment sur l'approche du film. Son travail peut être encore trouvé dans le film, notamment dans la scène de la fable au début du métrage. Ça explique pourquoi le début dénote avec le reste du film. Il sera remplacé par Rosen lui-même qui a ainsi fait ses débuts de réalisateur avec ce film. Les décors et les lieux en particulier, Efrafa et la voie ferrée voisine, sont basés sur les diagrammes et les cartes du roman originel de Richard Adams. La plupart des lieux du film existent ou sont basés sur des lieux réels du Hampshire et des environs. Le style d'animation est naturaliste. Il y a des concessions pour rendre les animaux anthropomorphes, mais uniquement pour suggérer qu'ils ont des voix et des esprits humains. Quelques expressions faciales pour l'émotion et des gestes de pattes. Les arrière-plans d'animation sont en aquarelle. Ils ont donné aussi quelques répliques à un seul prédateur, Kat, le chat de la ferme, le reste des menaces demeurant muettes pour appuyer le réalisme du film. Et ils ont bien fait, comme ça l'immersion est plus forte. La bande originale a été composée par Angela Morley et Malcolm Williams, Morley remplaçant Williams après que le compositeur ait pris du retard et n'ait composé que le prélude et le thème principal sous forme d'esquisse. La bande originale comporte le tube britannique numéro 1 de Garfunkel, Bright Eyes, qui a été écrit par le chanteur et compositeur britannique Mike Batt. Non, ça suffit maintenant, j'en ai marre d'entendre ce morceau sur TikTok ou sur YouTube, tu vas pas t'y mettre maintenant, ça suffit. Il a également écrit d'autres chansons pour le film qui n'ont pas été utilisées. Le compositeur a enregistré 3 chansons avec les voix de Garfunkel, mais seul Bright Eyes a été retenu pour le film. Et puisqu'on en est à parler de voix, bonne transition pour vous parler du casting vocal du film. Pour le casting anglais, nous retrouverons John Hurt, un acteur légendaire qui est apparu dans de grands films comme Midnight Express, Alien le 8e passager, Elephant Man, ou encore jouant le rôle d'Ollivander dans la saga Harry Potter. Ralph Richardson, connu pour ses participations dans Exodus d'Otto Preminger, Dr Zhivago, Le Dragon du Lac de Feu, ou encore Greystone, la légende de Tarzan. Roy Kinnear, connu pour son rôle de plancher dans la trilogie des Trois Mousquetaires de Richard Lester, ou encore Nigel Hawthorne, que les fans de films d'action connaissent pour son rôle du docteur Raymond Cotto dans le Demolition Man. Maintenant passons au doublage français, et là aussi il y a des choses à dire. Le film possède 2 doublages, un datant de l'année de sa sortie en 78, et qui se trouve sur l'édition du Chat qui fume pour les plus nostalgiques, et un deuxième doublage dans les années 2000 pour la sortie DVD. Sur le premier doublage, nous pourrons retrouver Jean Rock, connu pour être la voix de Tarzan dans les films des années 30, qui ont été redoublés dans les années 70, ainsi que la voix de Lando dans les films Star Wars, et pour être aussi la voix régulière de Charles Shaughnessy dans les séries Une nounou en enfer ou Du côté de chez Fran. Gilles Laurent, connu pour être la voix attitrée de Brian Austin Green dans Beverly Hills par exemple, ainsi que celle de Steve Urkel dans Une vie de famille. Pierre Attet, une légende du doublage français, connu pour être entre autres la voix du Joker dans plusieurs séries animées Batman, Cortex dans Minus et Cortex, ou encore la voix attitrée de Christopher Lloyd dans Les Retours vers le futur, La famille Adams ou Qui veut la peau de Roger Rabbit. Non, de Zeus! Il parle de Roger Rabbit! T'es encore là, toi? Ah oui, désolé.
Pour le reste du casting, on a d'autres noms prestigieux comme Alain Dorval, voix régulière de Stallone, Henri Labussière, Marc de Grégory ou encore le monstre sacré qu'est Roger Carrel. Et concernant le deuxième doublage, on retrouve Bernard Métro, connu pour être la voix régulière de Bill Murray et de David Caruso dans la série Les Experts Miami, Michel Vignier, connu pour être la voix régulière de Mickey Rourke et Michel Vicotte, Jean-Claude Donda, connu pour être la voix de Gonzo et Fonzie dans les films Muppets, ainsi que de Flagada Jones dans la bande à Picsou, le Mister Mask. Ou encore Christian Pellissier, connu pour être la voix du Capitaine Haddock dans la série Tintin des années 90, Mojo Jojo dans les Super Nanas, ou encore Yao dans Mulan. Ouh, sacré casting qui me laisse sans voix. Watership Down est sorti pour la première fois au Royaume-Uni le 19 octobre 1978, puis aux États-Unis le 1er novembre de la même année, où le film a été distribué par AFCO Embassy Pictures. Dans les cinémas britanniques, le film a été précédé par le court-métrage live-action de 1974 Taere Tiki Tiki, de Mask-Off de Maori Kano. En France, le film sortira le 20 décembre 1978. Le film a rencontré un grand succès au box-office. Selon le financier Jake Eberts, les investisseurs qui ont financé le développement à hauteur de 50 000 $, ont récupéré leur argent avec les intérêts, plus 450 000 $ supplémentaires, soit un total de 10 fois leur investissement. Un succès amplement mérité. En revanche, les critiques sont mitigées. Philip French a écrit que la texture du roman n'est pas là et que les personnages n'ont jamais d'identité picturale forte. Les personnages de lapin sont dessinés de manière fade et a conclu que le film dans son ensemble est difficile à enthousiasmer. Dans le Times, David Robinson a également critiqué la traduction du film à l'écran comme inaccessible pour les gens qui viennent voir le film sans l'aide du livre, car il pourrait bien avoir un peu de difficulté avec les traditions et langages particuliers de la civilisation des lapins de Richard Adams, mais il trouve le doublage et la conception de l'animation fraîche et agréable. J. Scott du Globe et Mail, quant à lui, a décrit les arrière-plans animés du film comme des paysages d'aquarelle de centre commercial de second ordre, mais a salué les aspects allégoriques du film, faisant des comparaisons entre le méchant général Woodworth et Adolf Hitler. On va y revenir, mais c'est vrai que le film a un second niveau de lecture qui fait plaisir à voir. Margaret Hicksman, du Daily Mail, a également salué le doublage, la musique délicieuse et a qualifié les paysages d'arrière-plan de superbes, mais a conclu que Watership Down n'est en aucun cas un long métrage d'animation de type Disney. Malheureusement, elle dira que si cela avait été le cas, elle aurait peut-être davantage apprécié. Fou, quelle ouverture d'esprit! Cependant, d'autres critiques ont fait des comparaisons favorables avec Disney, notamment Julian Fox dans Film and Filming, qui a qualifié Watership Down comme un long métrage d'animation le plus excitant et le plus captivant depuis la fin du premier âge d'or de Disney, c'est-à-dire la période qui s'est terminée avec Dumbo et Bambi. Il a loué en particulier l'esthétique, la conception sonore et la façon dont le film humanise les personnages de lapins sans les suranthropomorphiser. Mais au vu de son contenu, vous vous doutez bien qu'il a aussi eu droit à son lot de polémiques. Ed Power de The Independent décrit le film dans une rétrospective du 40e anniversaire comme un classique, mais qui a sans doute traumatisé toute une génération. En 2016, la chaîne Channel 5 a été critiquée pour avoir diffusé le film dans un créneau horaire avant le début de la saison le dimanche de Pâques, ce qui a été considéré comme de mauvais goût en raison des représentations de violence infligées aux lapins dans le film, et de nombreux personnages sur les réseaux sociaux ont exprimé leur inquiétude quant à la détresse du téléspectateur enfant. Mais que des fragiles. Et nous, quand on était gamin, on avait des trucs vachement plus traumatisants que ça qui passent à la télé. Et on n'a pas mal tourné pour autant, hein. Bah si. Comment ça, si? Bah ça t'a juste rendu plus con qu'au départ. Malgré la réputation du film comme étant traumatisant, les critiques n'ont exprimé que peu d'inquiétude quant aux effets potentiellement négatifs du film sur les enfants. Lorsque le film a été soumis pour la première fois au British Board of Film Censors, ces derniers ont accordé au film le certificat U, donc adapté à tout âge, décidant que l'animation supprime l'horreur sanglante réaliste dans les scènes occasionnelles de violence et d'effusion de sang. Et ils ont estimé que bien que le film puisse toucher les enfants émotionnellement pendant la durée du film, il ne pouvait pas les troubler sérieusement une fois le charme de l'histoire rompu, et qu'un certificat U était donc tout à fait approprié. Ce choix a cependant été assez controversé, et en 2012, la BBFC a reconnu avoir reçu des plaintes concernant la pertinence de Watership Down au classement U presque chaque année depuis sa classification. En 2022, la BBFC a reclassé le film avec une classification PG pour violence légère, menace, brève image sanglante et langage. Bon, ok, c'est déjà un peu plus approprié, mais quand même, on n'est pas au niveau de Felidae non plus.
Et pas du prochain film du réalisateur non plus d'ailleurs. Parce que oui, après ce film, Martha Rosen réalisera en 1982 The Plague Dogs, basé sur un autre roman de Richard Brooks et qui se centre sur deux chiens nommés Rolf et Snitter qui s'échappent d'un laboratoire de recherche en Grande-Bretagne. Le film sera aussi beaucoup plus violent et mature que Watership Down. Et qui, pour l'anecdote, aura dans son équipe d'animateurs un certain Brad Bird. Un réalisateur qui aura fait de grands films comme Les Indestructibles, Le Géant de Fer ou encore Ratatouille. Allez, c'est cadeau, c'est pour moi. Par la suite, Rosen produira le film Smooth Talk en 1986 avec Laura Dern et Treat Williams, puis produira la série sur Watership Down sortie en 1999. D'ailleurs, une autre série sortira sur Netflix en 2018 et qui s'appelle La Colline aux lapins. Et puis après la sortie de la série en 99, il terminera sa carrière dans la production théâtrale. Et je pense qu'on peut lui dire merci pour nous avoir offert un film comme Watership Down. Car le film est l'histoire d'une quête et d'une prophétie. Rosen et Adams ont créé des héros mythologiques inspirés autant de l'Énéide que de l'Odyssée. La plupart des lapins cherchent leur fonction à jouer dans ce groupe, leurs dons respectifs. Le chef est un héros sacrificiel qui doit d'abord songer à l'avenir de son espèce. Sur le chemin, les petits rongeurs de carottes croisent et affrontent des politiciens. C'est le versant fable politique du film qui emprunte, à divers niveaux, à la ferme des animaux d'Orwell. Le premier chef de Garen est un vieux politicard roué, fatigué et gras, qui vit replié au fin fond de son terrier, sans aucun contact avec ses sujets ni le réel. C'est la première critique acerbe du film, portée contre l'immobilisme politique. Quant au second, c'est un tyran, un despote qui ne croit en rien. Sceptique, il croit s'étouffer quand on lui propose une vie de paix, d'harmonie entre les lapins. Quant à ces derniers, au fil de leurs aventures, ils verront l'expérience de la démocratie et de l'égalité, mais aussi de la rencontre et de l'amitié avec des étrangers, dont une étrange et facétieuse mouette. Le sidekick du film qui n'est pas aussi dérangeant que certains autres sidekicks. Pour finir, Watership Down est une œuvre incroyable, poétique et très recommandable. Douce comme un conte d'un soir, dure comme une nature de splendeur rare. Le film nous prouve que les films d'animation peuvent nous faire réfléchir à travers un message fort, et qui par la suite aura inspiré pas mal d'œuvres comme le très beau Brixby et le secret de Nîmes de Don Bluth par exemple. Une œuvre surprenante à découvrir pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode, donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous, c'est important pour le référencement. Ouais, je sais, on le dit tout le temps, mais on s'en fout. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Et moi, je vous dis ciao!